exemple de frontière où la tension et la violence sont quotidiennes, la rivière Massacre, entre Haïti et la République dominicaine. Autrefois possession française riche et prospère, Haïti, peuplé par les descendants des esclaves venus d'Afrique, est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres de la planète. Dans la ville de Ouanaminthe, à 2 pas de la frontière dominicaine, les habitants subissent de plein fouet une crise haïtienne totale, économique, politique, sociale, sanitaire. Pour survivre, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en République dominicaine. Plus loin là-bas, c'est la rivière Massacre. Donc quand je vais travailler là-bas, je suis obligé de traverser la frontière. C'est là-bas qu'il y a tous les dangers. Moi-même, on m'a renvoyé 2 fois en Haïti. J'ai donc fait 2 voyages pour rien. Ça m'a rapporté que du vide, des coups de bâton et la faim. En face, la République dominicaine fait figure d'Eldorado. Ancienne colonie espagnole, la canne à sucre avait fait sa fortune. Aujourd'hui, le pays doit l'essentiel de sa nouvelle prospérité à l'industrie touristique. Le chômage baisse, l'espérance de vie augmente et les inégalités avec Haïti se creusent. Le long de la frontière qui divise l'île en 2, plus de 25 000 soldats dominicains surveillent jalousement un horizon de sinistre mémoire. Ici, nous sommes sur les rives de la rivière Massacre. La frontière dominicano-haïtienne, depuis l'époque coloniale, a toujours été problématique quant à la définition de cette frontière. Cette frontière est l'héritage des luttes entre Français et Espagnols qui se sont disputés l'île pendant plus de 200 ans. Depuis 1804, la rivière Massacre divise l'île en 2. À l'ouest, Haïti, premier État noir indépendant des Antilles. À l'est, la République dominicaine. Ici, nous sommes au point le plus sensible des relations dominicano-haïtiennes à la frontière nord-ouest. À l'est, nous avons Dajabón en République dominicaine avec 65 000 habitants. À l'ouest, Ouanaminthe en Haïti à 10 minutes à pied avec 89 000 habitants. Tous ces gens sont en relation entre eux. Comme la plupart des Haïtiens de Ouanaminthe, Robert vit de petits trafics. 2 fois par semaine, il achète des chaussures de contrebande à la capitale pour les revendre au marché de Dajabón en République dominicaine. Oui, Avant d'être dans ce business, j'étais cultivateur. Mais aujourd'hui, ça ne rapporte plus rien. Parfois, pendant des mois, la pluie ne tombe pas. Parfois aussi, tu cultives et le soleil est si fort qu'il brûle tes plantations. C'est pour ça que j'ai fait ce business de chaussures. Avant de se rendre au marché dominicain de Dajabón, Robert et sa femme Marlène passent en revue leurs derniers achats. Il y a trop de monde dans ce business. Toi, tu achètes de la marchandise bien chère au Cap Haïti, et quand tu arrives du côté espagnol, les Dominicains ne veulent pas te donner le vrai prix pour ça. Il y a trop de monde dans ce business, parce que notre pays ne nous offre rien d'autre. Le jour du marché, les habitants de toute la région de Ouanaminthe se rendent en masse à la frontière. Certains, comme Robert, attendent l'ouverture des grilles sur le pont de la rivière Massacre afin de traverser la frontière légalement. Tous devront acquitter un droit de douane élevé. Mais pour être sûr de trouver un bon emplacement en ville, Marlène, la femme de Robert, comme la plupart des Haïtiens, préfère passer la rivière sous le pont, en toute illégalité. Loin de les repousser, les autorités militaires dominicaines ont institué une autre forme de prélèvement tout à fait arbitraire et informelle,
le racket. À 9 h, sur le pont, la foule peut enfin entrer en République dominicaine. Quand ils arrivent en ville, ceux qui sont passés illégalement par la rivière sont confrontés au contrôle d'autres militaires et à d'autres humiliations. Parfois, on va jusqu'à leur confisquer toutes leurs marchandises. Les gens de la douane nous prennent beaucoup d'argent, et très souvent. Quand ils t'attrapent, ils t'emmènent dans un coin et là, c'est beaucoup de malheur. Les gardes te donnent des coups. Parfois, quand tu passes la rivière, même après avoir payé, ils te donnent quand même des coups. C'est l'injustice que nous subissons ici. Au marché de Dajabón, où se mélangent dominicains et haïtiens, les militaires patrouillent sans relâche, à l'affût de la moindre irrégularité. Quand le marché se termine vers 2 h, si t'as pas ramassé tes affaires, ils prennent des gros bâtons et ils te frappent pour que tu rentres en Haïti. Au retour, quelques mètres seulement avant le passage de la frontière, les Haïtiens sont de nouveau victimes d'un racket organisé par des militaires en civil. Les violences envers les Haïtiens ont une histoire ancienne. Rejetés par le reste du monde après leur indépendance et sombrant dans la misère, ils seront également victimes au XXe siècle de la folie meurtrière du dictateur dominicain Trujillo. En 1937, une fois la ligne frontalière bien définie, Trujillo fait un voyage à Dajabón. Il réunit ses collègues et les officiels de la ville et il va jusqu'à leur dire que le ciel de la frontière est très noir parce qu'il y a trop de Haïtiens. Alors il donne un grand coup de pied et il dit « Il faut en finir avec ces gens-là ». À partir de là a commencé le grand massacre de 1937, au cours duquel 15 000 à 25 000 Haïtiens sont morts. Seska est cordonnier et professeur de saxophone en Haïti. À l'époque des massacres, tout jeune enfant, il vivait déjà à Ouanaminthe. Avec son ami Solon, ils évoquent encore parfois cette période tragique de leur histoire. À l'époque des coups de couteau, j'avais un oncle qui habitait du côté espagnol. Il était marié à une dominicaine. Ils avaient 7 enfants. Au moment des massacres, le propre frère de sa femme l'a assassiné. Moi, voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ils ont d'abord tué une mère. Ils l'ont saignée, là, sous le sein. Elle venait d'accoucher. Alors, ils ont pris son bébé, ils l'ont jeté en l'air et ils l'ont fait retomber sur une baïonnette. Après avoir vu ça, je ne suis plus jamais allé à Saint-Domingue.
Il pourrait se passer n'importe quoi, je n'irai plus jamais là-bas. Moi non plus, je n'y suis jamais retourné. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème avec les Dominicains. Il y en a même qui me donnent du travail. Parfois, ils sont tellement contents qu'ils m'invitent à aller de l'autre côté. Mais je dis que je ne peux pas, que je n'ai pas le temps. Le linge intérieur de mes filles et le mien. Ça, c'est leur télévision. Je dors et je me repose ici quand je suis fatiguée. Et voici ma maison, qui est le fruit de mon commerce. Altagracia est dominicaine. Depuis 15 ans, elle dirige une association commerciale dont l'activité très lucrative consiste à acheter des vêtements de contrebande en Haïti pour les revendre légalement à Saint-Domingue. Chaque jour, Altagracia franchit la frontière pour se rendre en Haïti. Nous sommes 720 femmes et nous avons tout un badge qui nous permet de passer facilement la frontière jusqu'à Guanamante. Sans ce badge, ce serait impossible d'aller acheter des vêtements. La première fois que je suis allée à Guanamante, j'avais très peur de rencontrer des Haïtiens. On m'avait dit qu'ils étaient mauvais et qu'ils mangeaient les gens. C'était un préjugé que j'avais. Je me disais, tu ne peux pas aller à Haïti parce qu'ils vont te manger. Quand j'y suis allée, je me suis aperçue que tout était faux. J'ai vu que les gens étaient très dociles, très faciles à traiter et qu'on pouvait travailler ensemble sans problème. Arrivée du côté haïtien, sans contrôle de l'immigration et sans payer de taxes, Altagracia part au marché de Guanamante. Pendant longtemps, le commerce de vêtements, comme la plupart des échanges frontaliers entre Haïti et la République dominicaine, se faisait en contrebande. Les efforts d'Altagracia ont permis de légaliser ce commerce qui est devenu l'un des plus dynamiques et des plus rentables de Guanamante. Les Dominicains n'ont pas peur de venir ici, mais ils n'achètent que des vêtements et des souliers. Après, ils s'en vont. Une seule fois, un Dominicain est venu m'acheter 2 gousses d'ail pour 10 gourdes. C'est la dernière fois que j'ai vu un Dominicain par ici. De retour à Dajabón, les vêtements achetés en Haïti par les femmes de l'association d'Altagracia sont soigneusement triés et empaquetés avant d'être envoyés dans les grandes villes de la République dominicaine. Juan est un mécanicien dominicain. Il gagne sa vie des deux côtés de la frontière en effectuant lui-même des réparations en Haïti. Mais ces déplacements du côté haïtien ne se font pas toujours sans une certaine appréhension. La première fois que je suis venu du côté haïtien, j'avais 14 ans. C'était avec mon père. J'avais peur et il y a toujours beaucoup de Dominicains qui ont peur de venir en Haïti. Parce qu'ils ont peur de se faire attaquer, de se faire voler, de se faire tuer.
Parce que c'est un pays sans foi ni loi. Si tu te fais voler ton argent, tu ne peux même pas porter plainte. Deux fois par semaine, Juan se rend en Haïti. Il supervise les réparations tout en essayant de former des mécaniciens haïtiens. Pour moi et pour tous les habitants de Dajabón, quand la frontière est fermée, on se prive de beaucoup d'opportunités de commercialisation, de ressources, de futur. Quand la frontière est ouverte, ce sont deux nations sœurs, deux provinces sœurs, qui ont chacune besoin l'une de l'autre pour vivre. Parfois, la rivière devient un lieu de plaisir et de simplicité où l'on oublie pour quelque temps qu'elle sépare deux mondes que beaucoup de choses opposent. La frontière a 320 km de long. Il y a trois signes qui indiquent la frontière. Les bornes, les arbres et les barbelés. Ici, où on se trouve, on s'aperçoit que la rivière n'est pas parallèle aux bornes ni aux arbres. Elle est perpendiculaire. Ainsi, selon le tracé de la frontière, un même côté de la rivière peut être parfois en territoire haïtien et parfois en territoire dominicain. Cette situation est source de nouveaux conflits, comme pour Saül, cultivateur, qui travaille à proximité de la rivière Massacre. Tu vois l'état de ma plantation? Suri est dans cet état parce que les Dominicains ont creusé un canal le long de la frontière. Il sert à jeter le trop-plein de la rivière Massacre. Quand l'eau montait, ça inondait nos champs. On avait du maïs, du pois combo, des pommes de terre. Alors on a décidé d'utiliser ce trop-plein d'eau pour faire des rizières. Mais dès que le niveau de l'eau baisse, alors les Dominicains ne sont plus d'accord. Parfois même ils nous tuent pour pas qu'on touche à leur eau. À quelques mètres seulement de la parcelle de Saül, les rizières dominicaines parfaitement irriguées s'étendent sur plusieurs hectares. Cecilio en est le propriétaire. Pour entretenir ces rizières, il emploie une main-d'œuvre exclusivement haïtienne et illégale. Antoine est mon travailleur haïtien préféré ici. Il est mon homme de confiance. Ici, il n'y a pas de problème avec les Haïtiens. Ils sont nos amis. On est ici sur la même frontière, à côté du canal. Ils travaillent le matin du côté de la République dominicaine, et de l'autre côté, c'est là où ils font la cuisine. Et quand il est l'heure de retourner au champ, ils reviennent travailler ici. C'est un travail dur et peu payé.
C'est pour ça que les Dominicains refusent de le faire. C'est pas assez rémunéré. Les Haïtiens acceptent ce travail pour moins cher parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Un petit travail comme ça, nous on le fait en un seul jour. Un Dominicain, lui, il va mettre 2 semaines. Et on va le payer plus cher. Nous, on nous donne un petit caca de monnaie. 80 gourdes par jour. Mais pour un Dominicain, c'est 150 gourdes par jour. Nous, les Haïtiens, on est en train de mourir. À partir du moment où on arrive dans ce coin-là, ils nous tuent. Quand on essaie de traverser la frontière, ils nous cachent dans les bois et ils nous tuent. On n'a pas de valeur pour eux. Quand on veut travailler, on doit traverser, mais ils nous tuent. Pourquoi on y va quand même? Parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on crève de faim, parce qu'on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école. On est obligé de venir ici pour aider nos enfants. Mais si on avait du travail en Haïti, on ne viendrait pas enrichir notre pays. À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement dans notre pays, il dit qu'il va faire des choses, il fait des promesses. Et 5 ans plus tard, rien n'est fait, rien ne change. Mais on ne peut pas rester assis et ne rien faire. Au final, quand tu fais tous tes calculs, tu t'aperçois que tu survis, c'est tout. Le plus souvent, les Dominicains te respectent quand tu as un passeport. Là, tu passes les contrôles officiellement et tout se passe bien. Si j'arrive à aller plus loin et à trouver du travail, je crois que j'aurai moins peur, que je pourrai rester en République dominicaine et travailler. Sans passeport, l'immigration pourrait me renvoyer en Haïti. Mais si j'en ai un, je pense qu'il n'y aura plus de danger. Le coût d'un passeport est très élevé pour un Haïtien. Et les autorités de Saint-Domingue ne délivrent les permis de travail qu'au compte-gouttes. La main-d'œuvre haïtienne à bas prix n'est jamais aussi attractive qu'en étant illégale. L'illégalité bénéficie aux autorités dominicaines car elle leur permet aussi d'organiser des expulsions massives et arbitraires à n'importe quel moment. Les expulsions sont comme une soupape de sécurité pour le gouvernement dominicain, car elles détournent l'attention de son peuple. Ces expulsions se font avec beaucoup de violations des droits de l'homme. L'immigrant haïtien, on peut l'arrêter au travail, dans la rue, dans sa maison, le jour, la nuit, à n'importe quelle heure. Peu avant la fermeture de la frontière, à 5 heures, les Haïtiens s'empressent de retourner en Haïti, jusqu'au lendemain. S'il vous plaît, je ne peux pas passer avec ma brouette. C'est trop tard, il fallait arriver avant. Passez par la rivière, allez, faites vite, faites vite. Dépêchez-vous.